Assis-toi, assis-toi. Hello. Eh ben écoute, c'est un très beau lancement. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des effets spéciaux. On va voir vraiment ce que ça donne. Ça a été improvisé, c'est dans la... Totalement. On n'avait pas du tout parlé juste avant. Non, mais je pensais même pas que t'allais arriver. Je pensais voir Tobey Maguire, mais bon, pas du tout. Je suis navré, ça doit être très décevant. Bonjour à tous, du coup, je suis content de te retrouver. Mais merci, parce je suis très gentil d'inviter. Mais on vous remercie aussi au passage, hein, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, mais c'est vrai que vous avez réservé un bel accueil à la vidéo qu'on a tournée il y a 6 mois sur la Snyder Cut, et on en a parlé un petit peu en off, et en effet, on était très contents, un petit peu touchés aussi, parce qu'on a eu des commentaires qui étaient très très gentils, et puis on s'est dit, pourquoi pas remettre ça aujourd'hui. Le sujet, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça sera Spider-Man No Way Home. On en a déjà parlé sur nos chaînes, n'hésitez pas à aller voir nos critiques. On a sorti une vidéo. C'est 2 pour toi du coup. Et pour moi, 2. En effet, j'ai fait un petit complément après un revisionnage du film. Et donc aujourd'hui, voilà, on va revenir encore une fois sur Spider-Man No Way Home. Alors l'objectif, ça va pas être de reparler une nouvelle fois du film en lui-même, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais peut-être de parler aussi de tout ce qu'il y a autour de ce projet, parler des multiverses, du fanservice, de l'importance du fanservice maintenant peut-être aussi dans l'avenir du cinéma, parce qu'on voit les réactions, on voit que les gens sont très très contents de Spider-Man No Way Home. Après je dirais peut-être faut pas trop se baser sur ces vidéos de réaction en salle, parce qu'il y a beaucoup de films, quand t'as des avant-premières notamment, c'est parce que je crois que c'est des avant-premières souvent qui sont filmées comme ça, et tu regardes par exemple l'avant-première de Creed, moi à laquelle j'étais, enfin la première de Creed, quand t'avais le combat final, tout le monde était wouah debout sur les fauteuils et tout, donc il y a une communion comme ça dans les avant-premières et avec les gros groupes de fans qui se réunissent, qui parfois fait des salles extrêmement chaleureuses et extrêmement intéressantes. Mais peut-être que tout le monde n'est pas aussi dithyrambique que les vidéos en donnent l'impression, mais ça en a quand même l'air. Alors je voulais déjà aussi revenir sur 2 choses, parce que sur ma dernière vidéo, justement, on va peut-être parler de 2-3 petites incohérences qui sont liées à toutes ces histoires de multiverse. Dans ma dernière vidéo, je disais justement que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Tom Hardy était dans la scène post-générique de No Way Home, parce que c'est bien expliqué durant le film. Les personnes qui rejoignent l'univers de Tom Holland sont des personnes qui connaissent Peter Parker. Qui sont au courant de son identité secrète en tout cas. Qui sont au courant de tout ça, et en effet, Eddie Brock, Tom Hardy, ne connaît pas Peter Parker dans son film, et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit dans les commentaires, qui m'ont dit, oui, en effet, à ce moment-là, il y a une incohérence. Alors, j'ai été revoir la scène post-générique de Venom. En effet, juste avant qu'il change d'univers et qu'il voit Tom Holland sur son écran, il y a un discours, c'est une conversation entre Venom et Peter Parker, comme quoi tous les Venom de tous les univers, les symbiotes, ont en gros une mémoire partagée. Mais comme tu dis, c'est le discours auquel on s'intéresse pas en fait, parce que la scène post-générique vient de démarrer et ils sont en train de s'échanger tout un tas de trucs, et c'est les dialogues habituels entre Venom et lui, et du coup tu portes pas forcément très attention à ce qu'ils sont en train de raconter. Mais effectivement, moi aussi j'avais revu la scène post-générique une deuxième fois, et c'est vrai que quand il dit ouais non parce qu'on est tous connectés dans le multivers et tout, tu fais ah ok d'accord. C'est ça, en fait c'est là que tu te rends compte, là c'est en voyant No Way Home, et en voyant ça que tu te dis, ah non mais en fait le petit discours qu'il y a juste avant, c'était juste pour préparer, pour essayer de donner de la cohérence à son arrivée dans l'univers, mais du coup, ce qu'on peut se dire maintenant, c'est que ça veut dire que tous les Venom de tous les univers... C'est ce à quoi on pensait juste avant de tourner. C'est ça. Je lui ai dit, mais imagine, du coup ça veut dire que tous les Venom dans toutes les dimensions le savent, imagine que du coup ils débarquent tous en même temps, quoi. Imaginez qu'on a eu un New York rempli de Venom partout, avec des trucs monstrueux énormes, et ils sont tous en train de chercher Peter Parker et tout, et tu te dis, ça aurait fait un truc énorme, tu vois, avec un monstre gigantesque, et ça aurait été vachement ouf. Et au final, non, c'est juste pour te renvoyer dans ta saga à toi. Parce que tu peux te dire, là aussi, pourquoi est-ce que c'est ce Venom, et toi aussi qui disais... oui, voilà, on peut se demander pourquoi c'est ce Venom, étant donné que par exemple, dans le Tobey Maguire a affronté Venom, il en parle Exactement. Dans le film, et donc tu dis, pourquoi c'est pas son Venom qui a débarqué, et celui de Tom Hardy, quoi, c'était plus logique. Et comme tu le disais aussi, c'est vrai que pourquoi ces 2 Spider-Man débarquent, et pas d'autres, et c'est vrai que ça aurait été pourquoi dommage. Est-ce qu'ils sont renvoyés chez eux? Parce que faire oublier au monde entier que Spider-Man et Peter Parker, ça leur fait pas oublier à eux. C'est vachement au choix en fait vos sorts. C'est des fois ça concerne tout le monde, des fois ça concerne personne, des fois ça concerne des gens dans d'autres multivers, ça concerne des gens dans d'autres timelines, parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts depuis 10 ans, mais les Spider-Man ils ont vieilli et tout. Donc tu fais... Ah putain. Mais en même temps, je sais pas si t'es au courant, mais apparemment le scénario était réécrit au jour le jour sur le tournage de ce Spider-Man. J'ai pas du tout vu ça, mais je crois que c'est Tom Holland qui a dit ça dans une interview quelconque, et il disait qu'en gros, quand il arrivait le matin, des fois la scène pouvait changer complètement parce qu'ils avaient réécrit le truc pour essayer de lui donner un sens, pour essayer de préparer les caméos, pour essayer de s'arranger, etc. Electro, voilà, moi c'est un problème maintenant que j'ai, c'est Electro. Alors Venom, je comprends maintenant pourquoi est-ce que Tom Hardy est dans la scène post-générique. Quand t'expliques un truc, il y a un autre truc qui marche pas. Mais en fait, c'est ça, mais du coup, Electro, pourquoi est-ce que Jamie Foxx est là, sachant que lui
ne connaît pas l'identité de Spider-Man. Toi, tu disais que tu viens de le revoir en plus. Je viens de revoir Amazing Spider-Man 2 rageusement parce que j'avais envie de me remettre du coup de No Way Home que j'ai trouvé d'un mou et d'inutile. Et donc du coup, j'ai rageusement revu Amazing Spider-Man 2 et dans ce film-là, Electro est pas au courant de l'identité secrète de Peter Parker. Le bouffon vert l'est. Bah il l'est, mais juste après. Mais il le dit pas à Electro et Electro est pas au courant. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit toi dans le film, Electro fait la référence à Miles Morales. Miles Morales, j'allais dire Ben Morales à Miles Morales en disant je pensais que t'étais noir. Ce qui veut donc bien dire qu'il sait pas qui est son Andrew Garfield, qu'il sait pas qui est Spider-Man, donc pourquoi il a démarré, enfin pourquoi il est débarqué. Et pourquoi avec un costume différent en plus? Je sais vraiment pas. Mais alors du coup, moi j'ai l'impression, à chaque vidéo que je fais sur la chaîne, dans les commentaires, on me fait remarquer des choses, donc peut-être que quelqu'un va m'expliquer pourquoi est-ce qu'Electro est là, mais du coup ça va créer un autre problème. On ne demande qu'à avoir un scénario qui fonctionne, tu vois. Et ça va créer un autre problème, j'ai un peu de mal, c'est vrai, que la cohérence de ce multiverse. Mais bon, après, de toute façon, les gens ont l'air contents. C'est vrai que les retours sont ultra positifs. Et cela dit, je suis plutôt content moi de mon côté, parce que j'ai remarqué que les commentaires négatifs étaient pas si méchants que ça. Les commentaires négatifs sur... Il y en a quelques-uns qui sont ouais, comment tu peux oser dire ça, c'est le meilleur film du monde, etc. Mais la plupart sont quand même plutôt posés, sont pas trop dans l'insulte, ce que j'ai trouvé étrange étant donné justement l'engouement qu'il y a pour le film. Et généralement, plus il y a d'engouement, plus les gens sont serrés sur leur appréciation du film. Peut-être pas sur Twitter. Parce que sur Twitter, pour beaucoup de personnes... Et bon, là, de toute façon, je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'on est en désaccord. Pour beaucoup de personnes, Spider-Man No Way Home est devenu le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec ce discours, que des gens puissent dire que c'est leur film préféré, leur film Spider-Man préféré, je peux le comprendre. Ça génère des émotions que peut-être certains n'ont jamais vécues en salle. La plupart des critiques, effectivement, la plupart des critiques YouTube que j'ai vues, dont j'ai regardé les vidéos, que ce soit toi, j'ai regardé Red, j'ai regardé le JDG, j'ai regardé un petit peu de monde, et la plupart des gens reconnaissent quand même qu'au niveau de la mise en scène, par exemple, c'est extrêmement quelconque et extrêmement banal en fait. Et le truc c'est que en fait je me suis mis à réfléchir à pourquoi est-ce que les films de Marvel sont aussi banals dans leurs décors et dans leurs trucs. J'ai essayé de comprendre quelle est la logique, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire un film qui a plus de personnalité, etc. Et j'ai une théorie. C'est qu'en fait les films Marvel fonctionnent avec du teasing sur des choses qui vont être révélées dans le film, mais pas vraiment sur les relations entre les personnages, sur les moments de bravoure, sur les machins, etc. etc. Et donc en fait je pense que ils peuvent jouer que sur leurs secrets, que sur ce qui va arriver dans le film, sur les événements eux-mêmes qui vont arriver dans le film, et pas vraiment sur la force, les émotions et tout ce genre-là. Et donc, ils doivent garder les événements secrets. Donc, ils peuvent pas tourner dans des lieux publics. Imagine qu'ils aient tourné avec Toby et Andrew à New York, dans les rues de New York, en train de faire un climax. Tout le monde était sur le trottoir avec son téléphone portable, tout le monde avait des images, le secret était gâché, et comme il n'y a rien à proposer dans le film, bah une fois que t'as plus le secret, t'as plus rien, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont gardé le retour de Toby et Andrew secret jusqu'au bout. Il y a que ça à te vendre, et du coup... Ils peuvent pas se permettre d'être très publics, ils peuvent pas se permettre de faire des tournages impressionnants, etc. Ils sont obligés d'être en studio, ils sont obligés d'être sur fond vert, et ils sont obligés de trouver parfois des décors qui sont complètement quelconques, paumés au milieu de la nature, comme le combat avec Electro. Pour ça, effectivement, que les films sont dégueulasses en termes de mise en scène et de décors, etc. C'est parce que s'ils trouvent un décor qui a plus de gueule, généralement c'est un décor où il y a plus de gens qui vivent, et donc il y a plus de risques de spoiler, et donc ils risquent de spoiler la base de leur film. Parce que c'est pour ça, tu vois, quand tu regardes la réaction des gens à l'arrivée de Toby et Andrew, c'est ça qui leur plaît, tu vois, c'est ça qui leur fait aimer le film, c'est ça qui leur fait apprécier le truc, c'est la scène où t'as les personnages qui reviennent. Et donc c'est juste ça qui leur a plu, et imagine si on l'avait vu dans la bande-annonce, je sais pas si les salles auraient été aussi folles que ça, je pense en effet que c'était finalement une bonne chose d'avoir gardé ce secret. En plus de ça, tu sais, même ça, quand on voit toutes les théories que les gens se font sur les bandes annonces, je me demande même s'il y a des choses qui n'ont pas été rajoutées. Tu vois, le même des 3 doigts qu'ils font dans le labo c'est quand Ned appelle Peter. Franchement, c'est discret. Hein. Moi, c'est discret. Dans mon vlog, j'avais dit qu'il l'avait pas fait en fait. Et j'ai vu les vidéos de tout le monde qui disaient si, ils ont fait la référence et tout. Ah bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait quand Ned appelle Peter dans le labo et que t'as les 3 qui lèvent la tête et qui disent quel Peter, lui, parce que après il dit Parker, et après ils font tous non Parker, alors c'est lequel, et t'as les 3 qui je me rappelle pas qu'ils pointaient avec les doigts. Si avec les doigts, mais c'est discret, ils sont pas comme ça, mais ils sont comme ça, ils ont les doigts proches du corps. D'accord. Donc ils l'ont fait de manière discrète, et ça ma version était mieux. Et ça c'est la blague sur mes vignettes. Oui, la version était mieux. La vignette, je l'affiche, masterclass. Merci. Merci Arcadie. Et juste après, les prochains plans, c'est la blague, il me semble, sur la toile de Tobey Maguire qui est générée de son corps. Mais du coup, voilà, on t'enchaîne ces petites scènes qu'on espérait voir. Enfin, les gens théorisaient là-dessus. Enfin, qu'on espérait voir. On se disait, bon, s'ils le font, ça pourrait être amusant. Comme le fait que Andrew Garfield récupère MJ à la fin. Tu sais même pas, vu le montage, si c'était prévu à l'origine.
Après, c'était tellement dur de récupérer Toby et Andrew, je pense pas qu'ils aient fait des reshoots, donc je pense que ça a été tourné d'origine, mais en même temps, justement, c'est le truc un peu évident et un peu basique, c'est le truc dont tout le monde se souvient d'Amazing Spider-Man. La plupart des gens n'aiment pas Amazing Spider-Man, mais ils se souviennent au moins que Gwen Stacy est morte, quoi, à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'ils savaient que c'était sur ça qu'ils pouvaient jouer, et que du coup, ils en ont profité pour faire cette scène-là, mais c'est juste l'absence totale de talent pour la mise en scène de John Watts qui fait que la scène est ultra molle, quoi. Et pour le coup, tout le monde en parle. Le JDG aussi disait, mais ça arrive comme ça d'un coup, ça va super vite. Ça, moi, quand j'ai été le voir le soir avec des potes, c'est la première chose qu'ils m'ont dit en sortant de la salle. Ils m'ont dit, mais attends, la scène où Andrew récupère MJ, mais elle est nulle. Et ouais, non, c'est vrai que c'est presque assez choquant de voir que c'est pauvre. Surtout que c'est pas vraiment préparé en fait. C'est pas. Non, le montage est trop bizarre. Mais même avant le film, tu vois, par exemple, ce Spider-Man là pourrait être vachement plus dark et sombre que les deux autres, tu vois, justement parce que lui il a vécu une perte, parce que lui il a non seulement perdu Ben mais il a aussi perdu sa copine. Le Toby il a au moins sauvegardé sa copine, tu vois, et il arrive même à être marié avec elle maintenant, a priori c'est ce qu'ils ont l'air de sous-entendre dans le truc. Et donc du coup tu dis, celui-là aurait pu être vachement plus dark, vachement plus torturé, vachement plus travaillé, ça aurait pu faire deux points de vue différents sur ce que c'est Spider-Man. Il le dit, je crois que ça a été dur et quand ils se rencontrent avec justement, tu vois, c'est du Marvel, ça a été dur. Ouais, maintenant ça va, je fais des blagues. Si on l'avait plus vu travailler par la perte de Gwen dans le film, juste si ce n'est une fois quand il dit moi j'ai perdu ma MJ et elle s'appelait Gwen, etc. Si on l'avait vu plus travailler par ça, je pense que ça aurait plus d'impact, tu vois, sur cette scène-là. Et ça aurait fait un Peter Parker peut-être un petit peu différent des deux autres, parce que je crois que c'est Dirty Tommy ou alors c'était toi qui le disais aussi que au final c'est vrai que t'as 3 fois le même personnage et ça rend pas la chose ultra intéressante. Peut-être que Tommy l'a dit, mais moi je l'ai dit aussi. C'est peut-être vous deux alors, mais c'est vrai que d'avoir les 3 Peter Parker qui sont presque interchangeables et même les costumes se ressemblent, et c'est là où Into the Spider-Verse c'est vachement plus intéressant, c'est que t'en as vraiment des versions très différentes de Spider-Man. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. Okay. Imagine, tu vois, par exemple, ils font des petites blagues sur le fait que justement le Toby il a ses toiles qui viennent du corps. Et tu pourrais dire, ça pourrait par exemple lui apporter un plus, tu vois, par exemple, lui ça vient de ses muscles, il aurait pu du coup pouvoir entraîner ses toiles et il pourrait pouvoir tisser des toiles plus loin, tu vois, par exemple. Il y a tout un truc dans le climax où ils doivent attirer les méchants avec la boîte de reset, et ensuite ils doivent filer la boîte à Ned pour qu'elle soit en protégée. Et tu dis, imagine si à la place de le filer à Ned, t'avais Toby qui avait dit mais moi en fait mes toiles elles sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes, donc si vous voulez je m'en charge. Ils attendent sur la statue de la liberté, les méchants arrivent et là t'as Toby qui fait qui balance un gros truc et là t'as une énorme toile qui fait toute l'Hudson River et qui arrive dans New York et il arrive à se protéger avec ça. Et pendant que t'as deux Spider-Man qui se battent sur la statue de la liberté, t'en as un autre qui est en train de voltiger partout dans New York pour protéger la boîte. D'accord. Ça aurait déjà fait au moins plus de combinaisons et avec au des moins choses 2 utilisations différentes d'un Spider-Man, alors que là c'est le même endroit, les 3 mêmes Spider-Man avec les mêmes costumes, les mêmes pouvoirs qui font les mêmes actions. Et au final, avec comme en plus c'est sombre et mal filmé et tout le bordel, limite tu sais même pas quel Spider-Man est en train d'agir avant qu'ils soient en train de parler, avant qu'il y ait une petite réplique rajoutée au-dessus, parce qu'ils se mélangent quoi. Et c'est vrai qu'il manque une petite différence, une petite diversité. Et pour moi, ça aurait pu être intéressant de travailler là-dessus, par exemple. Et moi, je voulais terminer aussi sur ça, parce que c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer. Je me posais la question durant la séance et je me suis pas aventuré là-dessus, parce que j'étais pas sûr, mais l'homme sable et le lézard, du coup, est-ce qu'on les voit très rapidement dans la version humaine? Ouais. Et visiblement, c'est des plans qui ont été repris de Spider-Man 3 et de Amazing Spider-Man. C'est vrai? Je suis pas sûr, il faudrait que je le revoie encore une fois, mais j'ai l'impression... Et pareil, et le lézard, sur l'acteur, je me souviens plus du nom de l'acteur. Rhys Ifans ou un truc dans ce genre là. Mais c'est qu'un plan sur son visage, un gros plan sur son visage, et ça je me demande si c'est pas au moment où il est en train de mourir à la fin de The Amazing Spider-Man, quand ils sont sur le toit de la tour. Et l'homme sable, peut-être quand il est en train, je sais pas, peut-être quand il est en train de se faire transformer, alors je sais pas, mais on m'a fait remarquer ça et je pense que c'est peut-être vrai. Hein. Il y a un truc quelque chose sur l'homme sable, effectivement. Bah, en fait, c'est pour ça que l'homme sable reste en sable tout le film, parce qu'il est jamais en homme sable dans Spider-Man 3. Enfin, il est pas sous cette forme. Quand il attaque uniquement, en fait. Oui, mais il est très gros, il est pas sous cette forme où il est juste en sable comme ça. C'est un peu les codes du cinéma, c'est-à-dire que si tu le vois redevenir humain à certains moments dans le film, tu peux croire à la fin que quand on lui administre le remède, en fait, il est pas vraiment guéri. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il le garde en sable de A à Z, c'est pour que tu comprennes bien à la fin que oui, il est guéri, il s'est pas juste retransformé pour berner Spider-Man et se faire avoir, il est vraiment guéri. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça, mais d'un autre côté, du coup, effectivement, c'est pas très cohérent par rapport à comment est-ce que le personnage a été présenté dans son film à lui. Moi, je voulais qu'on parle d'autre chose maintenant, parce que voilà, le film, on a fait une petite parenthèse dessus. Je voulais parler un petit peu des multiverses, parce qu'il faut savoir, en effet, quand on s'est rencontrés, quand on a tourné notre vidéo sur la Snyder Cut en mars dernier, en off, justement, on parlait du fait, alors en mars dernier, on était en période encore, les cinémas n'avaient pas rouvert, je crois, à ce moment-là.
Disons que c'était laborieux au niveau de Ouais, sortie. c'était un petit peu laborieux à ce niveau-là, et puis je me souviens que on parlait d'Avengers Endgame et de, pareil, toute l'excitation que ça avait généré, et on s'était dit en effet que on avait peut-être atteint un certain apogée au niveau du cinéma populaire, au niveau des blockbusters très populaires, c'est-à-dire que les années 2010, moi je les ai vraiment vus comme ça, c'était une décennie où on a eu beaucoup d'univers ou de tentatives de création d'univers partagés. Donc que ce soit le MCU, Le Monsterverse de Warner. le Monsterverse de Warner, Kong versus Godzilla, etc. Le Dark Universe. Mais J'aime bien la momie. Ouais. T'as bien aimé la momie J'ai bien aimé avec la Tom momie. Cruise? Il n'y a pas eu de deuxième film, hein. Ah non. Oh là, mon dieu. Mais voilà, il y a beaucoup de tentatives, et l'objectif à chaque fois, ça a été de créer des rassemblements de plus en plus gros. On l'a vu avec les Avengers, chaque film était un rassemblement qui était plus gros que le précédent. C'est bête, mais même Fast and Furious 5 est arrivé à ce moment-là. Fast and Furious 5 rassemblait les castings des 4 premiers films. Le 5, quand ils sont à Rio, ça rassemblait les gens de Fast and Furious 2. Je te laisse parce que moi j'ai vu aucun Fast and Furious. Écoute, je le dis, mais il y avait ce côté aussi rassemblement qui se mettait en place. Et moi, les années 2010, je les ai vraiment vus comme ça, et on s'est dit, voilà, Avengers Endgame, c'est l'apogée, ça va être compliqué de faire plus, et on se demandait, c'est quoi la prochaine étape? Et moi, je t'avais sorti, s'il y a un mec qui est intelligent à Hollywood en ce moment, il trouve le moyen d'avoir une licence qui permet de réunir tout un tas de licences différentes en fait. Moi à l'époque, quand on en avait parlé, j'étais parti sur Last Action Hero, le film avec Schwarzenegger, qui obtient un ticket magique qui lui permet de rentrer dans les films, et à un moment il y a les personnages qui se mettent à sortir des films, etc. Et tu te dis, si t'as un ticket magique, tu peux faire sortir n'importe quel personnage de n'importe quel film et créer un affrontement entre Superman et Gandalf ou un truc dans ce genre là, enfin tu vois, tu peux mélanger vachement de trucs. Et je t'ai dit ça, et genre 2 mois après, ils annoncent Space Jam 2. C'était même pas, je sais même pas si c'est 2 mois, mais je crois que c'était pour moi c'est quelques semaines, voire quelques jours. On parlait de ça, t'es parti de chez moi, et pour moi quelques jours après, et la bande-annonce de Space Jam 2 sort, et en effet on voit toutes ces licences qui sont Appelez-moi Nostradamus. Qui sont voilà. Et c'était vraiment ça, c'était assez affolant. Welcome to the Space Jam. On peut revenir aussi sur Ready Player One, qui a aussi peut-être lancé quelques petites idées à ce niveau-là. Qui avait déjà semé la graine, quoi. C'est avant que ça arrive, ça sème l'idée dans l'esprit des gens. Et du coup, on se disait, c'est vrai que la prochaine étape, la prochaine décennie, peut-être la décennie qu'on vient de débuter, c'est une décennie où on va avoir des multiverses, on va avoir que ça en fait. Hein, parce que ça a l'air d'être ce que les gens ont envie de voir, et quand on voit les réactions qu'on a eues en salle avec Toby et Andrew, ça a pas l'air si délirant que ça. Maintenant, faut voir si ça reste cohérent. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a potentiellement peut-être un projet de film Jurassic Park Fast and Furious. J'ai vu des articles à parler d'un crossover entre Jurassic Park et Fast and Furious. Donc, c'est peut-être ça la prochaine étape, tu vois. Ça n'a peut-être aucun sens, mais c'est peut-être la décennie dans laquelle on vient d'entrer. Tu me diras. La série Fast and Furious est très conne, mais de ce que j'ai compris, très jouissive. Et je pense que ça pourrait être au moins intéressant, parce que en fait, moi j'ai un souci avec ce nouveau choix des mélanges de licences, etc. C'est que pour l'instant, les exemples qu'on a eus, je trouve, ils les exploitent toujours super mal. C'est-à-dire qu'en fait, le crossover est là pour le crossover. Typiquement, tu regardes Space Jam 2, que j'ai rattrapé là il y a pas longtemps pour mes films de fin d'année, ces caméos ne servent à rien. Rien du tout. Ils ne servent à rien. Ce mélange de toutes les licences Warner dans le truc, ça n'a aucune utilité, si ce n'est faire une ou deux blagues avec Mamie qui fait des coups à la Matrix, tu vois. En fait, c'est même au-delà de ça, c'est de la com, quoi. C'est surtout pour les trailers, pour piquer la curiosité des gens et puis faire venir des gens en salle, c'est que ça. Et du coup, je me dis en fait, jusqu'où est-ce qu'ils vont réussir à faire fonctionner ce système? Parce que je suis pas sûr qu'au bout d'un moment ça suffise à satisfaire le public sur le long terme. J'aimerais bien voir comment est-ce que la réaction des gens va aller sur le long terme, justement avec No Way Home, au bout de quelques semaines après un revisionnage, etc. Est-ce que les gens vont en redescendre de la hype? Est-ce qu'ils vont revenir du truc ou pas? Ce serait intéressant de voir aussi comment va marcher Multiverse of Madness, qui lui va peut-être avoir une idée peut-être plus intéressante, c'est de montrer les franchises potentielles. Apparemment, j'ai entendu que pour Multiverse of Madness, il voudrait montrer un univers dans lequel c'est Tom Cruise qui a été casté pour être Iron Man, et non pas Robert Downey Jr. par exemple, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait caster Tom Cruise pour Iron Man, etc. Oui. Et donc je me dis, ça pourrait être peut-être à la limite un peu plus intéressant de voir les licences qui auraient pu être, ou les trucs dans ce genre-là, mais le mélange de licences, je pense qu'au bout d'un moment, ça va saouler en fait. S'ils en font rien de plus intéressant que ça, je pense qu'au bout d'un moment ça va saouler. C'est peut-être le truc un peu jouissif qu'on va se taper pendant 10 ans, mais au bout d'un moment, quand les gens vont se rendre compte que c'est pas si intéressant que ça, et pas si cohérent, et après pareil, s'il y a les partages de licences, il y aura très certainement aussi des partages, parce que ce sera peut-être des studios différents qui vont faire les films ensemble, donc même, est-ce que en termes de recettes, tu vois, c'est bête, mais Avengers Endgame était peut-être l'apogée de ces 10 ans de gros rassemblements et d'univers partagés. Je pense, typiquement, si on part dans ce même délire, dans un délire de multiverse pendant ces années 2020, c'est bête, mais un film
DC versus Marvel, je pense que ça pourrait être genre un apogée. En termes de gros délire geek, Ça pourrait être très cool, ça dépend qui est en charge du projet, si c'est Warner ou si c'est DC. Mais Warner ou Disney. Pardon, excusez-moi, Warner ou Disney. Mais ouais, du coup, si c'est Disney, j'aurais un peu peur du projet. Si c'est Warner qui fait le truc, je me dis, vous pouvez trouver un moyen de faire des crossovers intéressants, trouver des moyens de jouer intelligemment sur les personnages. Je veux dire, tu vois, un truc aussi... beaucoup de gens critiquent BVS, et surtout Martha, Save Martha et tout bordel. Mais tu fais, combien de lecteurs de comics se sont rendus compte que Batman et Superman avaient une mère qui avait le même prénom, bordel de merde. Les deux personnages les plus importants de DC ont des parents qui ont les mêmes noms et personne s'en rend compte. Et ce genre de petits détails que seul un énorme geek du comics peut voir, comme un Zack Snyder, un truc dans ce genre-là, c'est ça qui fait que les films du DCU sont beaucoup plus intéressants et sont beaucoup plus fascinants et explorent beaucoup mieux leurs personnages. Donc si c'est Warner qui s'en charge, avec Zack Snyder ou avec de bons auteurs au moins, je me dis, ok, si c'est Disney, ça va être référence pour la référence et ça va être absolument inutile. Ouais, non, de toute façon, mon Snyder, ça risque d'être compliqué. Snyder, ça risque d'être compliqué. Ouais. Et en effet, du coup, on voit en fait aujourd'hui que même tout tourne autour du fanservice. Donc, enfin, moi, c'est pas forcément ce qui me fait, ce qui me fait kiffer. Et en fait, je commence à comprendre en fait de plus en plus, même si bon, tu le comprends depuis le début, mais la réaction de certains grands réalisateurs qui ont vraiment performé durant les années 80-90, les Scorsese et compagnie, qui passent leur temps en effet à tailler Marvel et la créativité, on va dire le côté artistique de ces productions. Parce que voilà, en fait, c'est vrai que de leur côté, tu vois que pendant des années, t'étais un maître du cinéma, et aujourd'hui, peu de gens regardent tes films. J'étais choqué, mais alors, West Side Story, au cinéma, qui est très bien, est en train de faire un bid. Je plaide coupable. Pas vu West Side Story. Je sais que les comédies musicales, c'est pas forcément ton truc. Surtout West Side Story. Donc voilà, je sais que ça allait pas être ton truc, mais c'est vrai que même ça, c'est vraiment ça, c'est... C'est vrai que j'en parlais aussi avec des gens, je disais putain c'est marrant mais que West Side Story ça intéresse personne, et c'est vrai qu'on m'a sorti cette phrase, alors moi j'ai fait un saut de mon siège, mais c'est pas si faux que ça. Je disais mince mais tu vois West Side Story je trouve ça bizarre, c'est Spielberg quand même, pourquoi est-ce que ça se plante? Et on m'a dit mais tu sais Guillaume, on est en 2021, les gens ils s'en foutent de Spielberg. Et c'est vrai que c'est violent mais... Ça fait longtemps qu'il a pas fait un film qui a énormément marché en salle en fait. Il est parti dans toute une vague avec Lincoln et tout le bordel. Je pense que c'est Ready Player One, le dernier truc qui était vraiment grand public. Mais du coup là on se rend compte aujourd'hui en effet que c'est tout ce côté fanservice très populaire que les gens attendent, et quand tu vois la réaction des gens, en fait c'est quand je vois la réaction des gens par rapport à Spider-Man No Way Home, mais à quel point le film a plu. Mais juste pour moi, parce que oui, il y a Toby juste sur Hero. Le fait de faire venir effectivement les personnages. Oui, parce que je pense que les gens sont pas fous non plus. T'as raison, on regarde les vidéos de réaction, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle. Tu vois les gens qui sont au Grand Rex ou dans je sais pas quelle salle de cinéma, et puis t'attends Andrew et Toby qui débarquent et ils sont ouais, et tu fais, c'est la position que t'as quand t'es dans un grand 8, tu vois. C'est quand t'es en train de descendre et tout, c'est ouais. Et donc tu fais effectivement quand t'as Scorsese qui dit c'est du parc d'attractions. C'est difficile de lui donner tort dans une situation pareille, quoi, parce que si encore il y avait effectivement quelque chose d'extraordinaire de fait avec Toby et Andrew en eux-mêmes, tu te dis ouais, effectivement, si la scène avait été ultra épique, s'ils avaient débarqué, ça aurait fait ultra cliché, mais s'ils avaient débarqué en plein milieu d'un combat ou un truc dans ce genre-là pour sauver quelqu'un, il y aurait eu au moins un travail du grandiose, etc. Alors que là, c'est juste, on est posé dans une cuisine, et puis quelqu'un va faire une blague, et ça va ouvrir un portail, et puis les gens vont débarquer sans musique spécialement marquée ni quoi que ce soit, et pourtant les gens vont faire ouais. Je me suis tapé moi. Tu lui as foutu un coup en même temps, mais c'est pas grave. mais non, mais enfin voilà, les gens étaient complètement fous avec ce truc, et tu te dis mais c'est trop. Enfin, tu sais, évidemment, t'as pas envie d'être le chieur qui gâche le plaisir des gens et tout. J'ai pas envie de dire vous auriez pas dû faire ça, etc. Mais tu fais c'est trop, enfin il y a un truc qui va pas là dans cette réaction, dans l'intensité de la réaction par rapport à ce qu'on vous propose à l'écran en fait, je trouve. Ils viennent d'une génération en plus où c'était, à une certaine époque, le moindre script était script doctoré au moins 30 fois, tu mettais le plus grand écrivain du monde sur un truc, t'avais le meilleur chef-op, le meilleur machin, tu devais essayer de travailler tes dialogues au maximum, tu devais pousser tes acteurs dans les meilleures performances, etc. Et un mec comme Scorsese, j'aime pas le cinéma de Scorsese, c'est pas un mystère, mais je veux pas dire que Scorsese est un mauvais réalisateur, quoi. Je sais très bien qu'il fait du bon boulot et qu'il a fait des choses extrêmement intéressantes et très fortes, et il a très bien travaillé sa mise en scène. Et tu te dis, aujourd'hui on est un peu dans la célébration du moindre effort, quoi. Il suffit de rendre concrète une idée, genre l'idée d'un crossover, et ça y est, la foule est en délire, et tu fais, mais outre concrétiser l'idée, ce serait bien de la concrétiser pour faire quelque chose de bien, quoi. C'est pas... quand tu veux construire une voiture, juste faire une plaque avec 4 petits trous et puis pas de moteur pour poser le truc, c'est pas cool, quoi. Enfin, ouais. Ça paraît être l'effort minimum quand même sur ce truc.
What just happened? Tout le monde a l'air d'être d'accord sur le fait que niveau mise en scène, enfin voilà, c'est pas à la hauteur de la promesse, et c'est super dommage, encore une fois, d'avoir réussi à rassembler les 3 Spider-Man pour faire un film un peu quelconque sur tous les aspects artistiques. C'est ça, c'était une occasion unique et on a finalement très peu joué sur le truc, quoi. Mais les gens sont contents justement juste de voir ces crossovers, et donc c'est pour ça que voilà, on se posait la question, on se disait voilà, est-ce qu'on va pas partir dans une décennie où le truc du moment, ça va être de créer des multiverses, de créer des collaborations qu'on pensait improbables. Ça va peut-être être que ça, et comme on le disait tout à l'heure, voilà, peut-être que l'apogée, ça sera un DC versus Marvel, et alors là pareil, hein, pour se partager les droits, je sais pas, les recettes, comment est-ce que Disney, Warner pourraient se mettre d'accord, je sais pas du tout. Mais voilà, ce sera peut-être le prochain délire geek, et je sais pas où ça va nous mener tout ça. Hein. Pour parler un petit peu économie, etc., ceux qui ont ultra bien joué dans cette histoire, c'est quand même Sony. Moi je me souviens à l'époque où, vous savez, peu après Endgame, quand il y a eu des rumeurs comme quoi Sony voudrait récupérer Spider-Man. Et au bout de quelques semaines, les gens ont dit « Oh, vous avez vu, avec la pression des fans, le fait qu'on soit tous complètement tristes, enfin qu'on soit super tristes de voir le personnage partir du MCU, etc. Finalement, on a gagné, on a fait plier Sony et ils sont revenus. Sony, ils ont pris 75% des recettes de No Way Home. Ils ont fait le coup de l'année. Moi, j'avais pas compris pourquoi est-ce que Marvel avait eu l'idée à la con de faire ce qu'ils ont fait dans Spider-Man 2. Ils ont donné tout le pouvoir à Sony pour les négociations. Parce qu'ils ont placé leur Spider-Man au centre de tout l'avenir à ce moment-là, ce qu'on pensait à ce moment-là de l'avenir de la phase 4. On pensait que c'était Spider-Man qui allait récupérer le rôle de Tony Stark, qui allait devenir le chef des Avengers, et tout le bordel. D'un seul coup, ils ont donné tous les pouvoirs à Disney, et du coup, Disney a dit bon, bah maintenant, si vous voulez faire une suite, vous allez raquer. Et tu fais, vous avez été débile, c'est complètement con. Et donc, le coup de maître de Sony d'avoir décidé, ah, mais peut-être qu'on va récupérer Spider-Man, on sait pas, si vous voulez récupérer, donnez-nous un petit peu plus, quoi. Bah, surtout que la fin de No Way Home pouvait être cohérente par rapport à un retour de Spider-Man dans le Spider-Verse, on va dire, de Sony, quoi, en fait. Le fait que tout le monde l'oublie, on va dire, dans le MCU, ou peut-être même que, enfin voilà, ça pouvait être aussi une chose cohérente. Enfin, il pouvait à ce moment-là, avec le sort de Strange, vu que voilà, c'est ta gueule, c'est le multivers, c'est magique, mais pouvait justifier le fait que Tom Holland rejoignait, finalement changé d'univers. Avec No Way Home, tu veux dire? Avec No Way Home, oui, pardon. Okay. Avec No Way Home, qu'il rejoignait l'univers avec Venom, Morbius, tous les films qu'ils sont en train de faire, parce qu'au fait, Sony est aussi en train de faire tous ces petits films à côté qui servent indirectement de moyens de pression aussi sur Disney pour leur dire écoutez, nous on est en train de créer aussi un univers, donc si on se met pas d'accord sur les chiffres, nous, Tom Holland, Peter Parker, hop, on le récupère. C'est drôle cette année parce que tu regardes, qui est-ce qui a dominé le box-office au niveau super-héros? C'est pas Marvel, c'est Sony. Il y a Venom qui a fait des scores extraordinaires, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait 200 millions de dollars de recettes, ce qui est énorme parce qu'il n'y a pas un film qui arrive. Enfin, les films mettaient énormément de temps à atteindre les 100, tu vois, depuis le début de l'année avec le Covid et tout le bordel. Venom a réussi à faire 200 millions sur son propre pays. Je crois qu'il l'a pas fait énormément à l'international parce que dans le reste du monde, on s'est rendu compte que le film était pourri, mais les Américains, ils ont pas de goût. Mais du coup, Venom 2 a tout pété et Eternals a pas fait un score de ouf, Black Widow a pas fait un score de ouf, Shang-Chi, comme je dis, a pas fait un score de ouf, honorable mais pas un score de ouf, et putain j'ai dit honorable avec Shang-Chi, du coup j'ai fait honorable. et au final, le film qui est en train de tout péter là en salle, et c'est No Way Home, donc c'est Sony. Donc cette année, c'est Sony qui a tout remporté là au niveau des films de super-héros, c'est eux qui ont tout misé, c'est eux qui ont fait les meilleurs films qui ont plu au plus de gens. C'est extraordinaire, enfin c'est avec... C'est vrai qu'ils s'en tirent pas trop mal cette année. C'est ça, et avec comment dire, la connaissance du domaine du super-héros, enfin la maîtrise qu'a eu Marvel pendant des années, tu te dis non, d'un seul coup, vous êtes fait doubler par Sony, vous êtes fait niquer par vous-même, enfin c'est super bizarre. Donc ouais, non, c'est un projet sur le long terme, mais visiblement, alors ça a été confirmé tout dernièrement, il y a bien une nouvelle trilogie qui se lance avec Tom Holland, et ça sera bien, parce qu'il y a même des gens dans les commentaires qui ne le comprenaient pas ou qui ne le savaient pas, ça sera bien dans le MCU. Donc on continue bien dans l'univers Marvel, il y aura bien 3 nouveaux films avec Tom Holland, il y aura d'autres apparitions très certainement dans d'autres films et dans d'autres Avengers, donc ça je pense que ça devrait arriver. Après bon, je pense qu'on va le voir mourir à un moment et ça sera Miles Morales qui va récupérer le flambeau, je pense que ça devrait se passer comme ça. Peut-être, à la fin de sa trilogie. Donc voilà, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter, parce qu'on a fait une petite parenthèse au début pour revenir sur certains éléments du film, parler peut-être aussi de la prochaine décennie et de tous les multiverses qui sont en train d'arriver, du côté fanservice, qui est en train de prendre de plus en plus de place à mon sens, je trouve. J'ai l'impression même dans nos vidéos critiques, moi j'en parle de plus en plus, même il y a beaucoup plus de films aujourd'hui qui jouent sur le fanservice et sur ces petites choses qui vont faire plaisir. Là dernièrement je pense aussi, tu l'as vu Ghostbusters Afterlife? Oui, qui est typiquement le film nostalgie, fanservice, tout le bordel, et c'est aussi un film Sony. Tu vois, ils sont, Sony mise là-dessus, Sony est en train à flairer le truc du coup. Je sais pas, ils se sont dit putain ça y est, les gens aiment enfin les films qu'on a sortis il y a quelques années, faut qu'on en profite. Et quand ils sont sortis sur le coup, les Spider-Man, ils étaient décriés par tout le monde a chié dessus, et là d'un seul coup on a fait revenir
retenir Andrew Garfield dès le début, parce que finalement, les gens... Et même, je l'ai pas dit dans mes vidéos, je pense, mais je trouve, moi, Andrew Garfield, ça m'a fait peut-être même encore plus plaisir de le retrouver dans le costume que Tobey Maguire au final, parce que je le trouvais bien, en fait. Dans le film, Déjà, dans No oui. Way Home, je le trouve bien dans le costume, je me dis merde. Déjà, je trouve qu'il a effectivement parfaitement incarné Peter Parker, notamment parce qu'il a une très jolie petite gueule et un très joli petit cul. Mais surtout, enfin, je trouve que c'est le Spider-Man qui a une histoire inachevée aussi, tu vois. Ouais, Et du coup, c'est aussi pour ça, quelque part, que t'as envie de le retrouver, parce que c'est un personnage, tu l'as abandonné au milieu d'une histoire et t'aimerais bien savoir comment il va, tu vois, presque un petit peu. C'est comme un vieux pote que tu retrouves, c'est ça le côté nostalgie, tous ces trucs. Surtout que tu le lâches au pire moment de sa vie. Ouais. Tu le lâches au pire moment de sa vie et tu sais pas ce qu'il est devenu derrière. Donc voilà, on en parle un petit peu dans No Way Home, ça te permet de boucler un petit peu la boucle. Quand tu vois ce qui est arrivé derrière, en termes de mise en scène surtout, avec Homecoming et Far From Home, et là aussi No Way Home, on va pas se mentir. Bah, quand tu vois les petites idées de mise en scène et ce qu'on avait avec le cinéma de Mark Webb, qui pourtant, Mark Webb ne venait pas non plus d'un cinéma très blockbuster, très populaire. Mark Webb n'est pas un cinéaste de divertissement, et d'ailleurs, depuis qu'il a fait Amazing Spider-Man, il a fait que des films très intériorisés, et il a fait un film sur une nana qui était une petite gamine qui est surdouée ou un truc dans ce genre-là. C'était le film avec Chris Evans, Evans, ouais. Je l'avais vu, je crois que ça s'appelle Marie, un truc dans ce genre-là. C'était Maui, je crois, mais c'était toujours sur des les relations entre deux personnages. Oui, voilà. Il est très bon en écriture pour ça. Et juste avant, effectivement, il avait fait 500 jours ensemble, et moi j'ai toujours trouvé que c'était une idée de génie d'avoir pris ce mec-là pour faire Amazing Spider-Man, parce que tout le Amazing Spider-Man allait être basé sur la tragédie de Gwen Stacy. Et si tu veux faire une trilogie basée sur la tragédie d'un couple qui est brisé, prendre le mec qui a le mieux réussi à te vendre un couple dans 500 jours ensemble, alors que c'était même pas un couple vraiment amoureux et qui allait vraiment fonctionner, etc. Et le mec a vraiment réussi à te faire apprécier les personnages, c'était une idée de génie, et c'est vraiment pour moi le truc qui ressort le plus de ces deux Spider-Man, au-delà de la mise en scène qui est géniale. La relation entre Gwen et Peter, elle est extraordinaire. Moi je les trouve tellement cute, tellement mignon, toute la scène là où ils sont enfermés dans le placard, et c'est I'm sorry I didn't take us to the Bahamas of hiding places. Ils sont tellement géniaux. Les blagues marchent tellement mieux dans Amazing Spider-Man 2. T'as le moment où t'as Peter qui coince Gwen, tu sais, avec sa toile sur le coffre de la bagnole pour pas qu'elle puisse le suivre et se mettre en danger. Le prix Peter. Et du coup il se casse et tout, et t'as l'autre qui est non, reviens ici, Peter. Et puis après je l'ai dit tout fort et tout. Enfin moi sur les blagues là ça marche super bien, tu vois, c'est super efficace comme truc, et c'est tellement plus efficace et en même temps subtil que toutes les blagues qu'ils ont foutues dans ce truc là, avec oh dis donc j'ai eu une panne avec mes toiles qui sortaient pas, c'est comme si je pouvais plus bonder. Ouais, bah en fait c'est ça aussi, mais c'est pour ça que j'ai dans ma critique, mais il y avait certaines conversations qui tournaient un petit peu, ça devenait un petit peu gênant. Et parce qu'il y a souvent des trucs qui tournent autour des histoires de cul comme ça, et tu comprends quand Tom Holland lui demande est-ce qu'il y a des toiles qui sortent aussi d'autre part. tu te dis mais attendez les gars, c'est Spider-Man ou Effectivement, ouais, la blague était pas ouf. Mais c'est vrai que ce qui est marquant surtout, c'est à quel point la mise en scène était ouf dans les Amazing Spider-Man 2. J'étais vraiment, tu sais, j'étais en train de regarder le film, et à chaque plan j'étais... Mais qu'est-ce que c'est bien tourné par rapport à ce que je viens de voir. Tu sais, c'est juste un plan où il débarque et il se pose sur le bord d'un toit et il regarde du coup ce qui se passe en dessous, la façon de cadrer le plan en contre-plongée, la lumière qui vient sur lui, c'est extraordinaire. Et je me suis rendu compte que, je sais pas si j'avais bien remarqué à l'époque où il est sorti, mais par exemple, tout le film est sur la thématique du temps. Le premier truc que tu vois dans le film, c'est les rouages de la montre de Peter Parker, et tu sors de la montre, et c'est là que c'est le premier plan du film, c'est tu sors de sa montre et tu le vois en train de commencer son action. Dans le premier Amazing. Dans le 2. Et en fait, la scène avec les parents, elle démarre sur le truc, et en fait, même le père, quand il fait son message pour dire au revoir à Peter sur sa webcam, il dit j'aurais voulu avoir plus de temps. Ouais. Et tout est marqué sur le temps en fait, le discours de Gwen Stacy est marqué sur le temps, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand ça finit sur la tour de l'horloge, avec les rouages de l'horloge qui tombent partout, et le ralenti, parce qu'il essaye de gagner la dernière seconde pour avoir Gwen, etc. Il y a un tel travail comme ça là-dedans qui est tellement fort, qui est tellement bien travaillé, ça pour le coup c'est vachement fort, tu vois, et ça aurait été vachement intéressant, tu vois. Je vais revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais imaginons qu'on ait eu un Spider-Man vachement plus violent, tu vois, avec ce Andrew Garfield, un mec qui justement a vécu une perte et qui du coup lui est en mode vénère, et ça pourrait justement apporter une différence par rapport aux deux autres qui eux sont plus mesurés, et lui d'un seul coup il débarque et il a besoin de tataner un monstre, et c'est lui qui va le tataner en pensant à Gwen, un truc dans ce genre là. Et je pense que tu vois, par exemple, ça aurait été plus intéressant quelque part de ne pas faire revenir par exemple Electro ou l'Homme des Sables, mais à la place de faire revenir le Harry Osborn de Amazing Spider-Man. Ouais, on aurait pu avoir Norman Osborn de Tobey Maguire, Harry Osborn de No Way Home, de Amazing Spider-Man, et on aurait pu avoir du coup
l'accomplissement, la vraie fin du coup de l'arc de Andrew qui devrait se venger du coup du gobelin, ou au contraire essayer de le récupérer parce que c'est son pote du coup à la base. Ouais. Et du coup ça pourrait être ça, un accomplissement final, récupérer son pote et pouvoir le ramener dans sa dimension à lui quoi. Au final, quand tu vois tout ça, tu te dis, est-ce que moi, c'est ce que je reprochais aussi, c'est que ce sont même les méchants, au final, il n'y a aucun développement de personnages, que ce soit au niveau des méchants, au niveau des Peter Parker, et c'est vrai que là, ce que tu viens de dire, c'est bête, mais c'est des choses qui auraient été vachement plus satisfaisantes. Hein. Au moins, t'en sortais avec quelque chose. Et tout le film aurait été plus satisfaisant si on avait plus su qu'est-ce qui allait se passer, en fait, une fois que tout le monde revient dans sa dimension. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours pas compris comment ça se passait, et pour moi, ils reviennent pour mourir, en fait, dans leur dimension, et donc ça n'a servi à rien de les guérir à l'avance. C'est ça, moi, j'ai pas compris non plus. Et donc du coup, en fait, t'as l'impression que le truc, c'est que la solution de Tom, en fait, techniquement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fout des paradoxes temporels absolument partout, dans des timelines qui sont pas la sienne, dans des multivers qui sont pas le sien, etc. Et du coup, ça fout la merde plus qu'autre chose, et je comprends pas comment ça fonctionne, et du coup, j'arrive pas à rentrer dans les enjeux de ce film parce que ils ont pas de sens au final. Ça n'a pas de sens de vouloir soigner des mecs que tu vas renvoyer chez eux pour crever parce qu'ils sont partis juste avant de crever. Enfin, c'est complètement con. C'est cruel presque. Tu sais, vas-y, tu vas te faire ta rédemption et maintenant retourne crever. J'aurais bien voulu en profiter quand même. Alors que si on avait eu par exemple chaque Spider-Man qui aurait pu ramener ce méchant dans son monde à lui, etc., ça aurait pu être intéressant. Autre paradoxe auquel je pense plus, mais il y a Tobey Maguire qui dit « Ça fait des années que je réfléchis à une formule pour guérir le bouffon vert. » J'ai pas compris non plus ça. Il est mort le bouffon vert dans sa dimension à lui. Non mais il est mort et surtout que là, ça fait des années, mais sauf que là, dans le labo, en 2 secondes, il trouve l'antidote quoi. Donc, je dis, mais ça c'est extraordinaire. C'est JDG qui a beaucoup rigolé là-dessus. Il fait il y a un moyen de soigner les super méchants de Spider-Man dans n'importe quel laboratoire de lycée quelconque au bord d'un truc. Tu prends un béchet et c'est bon, c'est réglé. Tu vois, tu fais mais c'est vrai que c'est absurde comme solution quoi. Beaucoup de raccourcis scénaristiques. Et quelque part, ça fait aussi passer les 2 anciens Spider-Man pour des gros trous du cul. Parce que c'est le premier Spider-Man qui décide de vraiment sauver ses personnages. Tu regardes Tobey dans Andrew dans Amazing Spider-Man 2, il a pas essayé de le sauver, Electro. Hein. Il l'a envoyé dans les câbles électriques et il a essayé de trouver un moyen de s'en débarrasser, mais il a pas essayé de les sauver quoi. Donc tu dis, limite vous êtes en train de faire des autres des connards en fait. Donc c'est tellement particulier cette façon de gérer les trucs. Et on a un petit peu ringardisé aussi la plupart des méchants aussi qu'on a fait revenir dans No Way Home, Octopus par exemple. Il y a que le bouffon vert pour moi qui s'en sort bien. Ah mais cette blague de merde avec Otto Octavius et les 2 petits zoomers qui sont en train de rigoler parce que le nom il est rigolo et tout, mais puis tu connais. Voilà. Mec, vous êtes en train de sortir cette réplique pendant que vous êtes dans la cave de Dr. Stephen Strange. T'as rencontré des personnes qui ont des noms beaucoup plus compliqués que ça, tu vois. Et justement, j'avais dit ça quand il a fait la référence dans la blague. J'avais dit, ah oui, c'est comme quand il dit à Stephen Strange, tu sais, quand il le rencontre dans Infinity War. Ouais. Il dit bonjour Peter Parker, et l'autre il dit Dr. Strange. Ah oui, on utilise les faux noms. Bon, bah à ce moment-là, je suis Spider-Man. Et tu sais, c'est un peu la même blague, tu vois, mais tu fais, au bout d'un moment, tu devrais t'habituer quand même. Puis Otto Octavius, c'est pas spécialement drôle comme nom. Enfin, déjà Otto, c'est un vrai nom. Octavius, ça peut être très bien un nom de famille. Ouais, non, c'est limite s'il avait dit Dr. Octopus. Là, à ce moment-là, j'aurais trouvé ça plus justifié de rigoler. Mais bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de pas mal de choses, une petite discussion canapé, encore une fois, sur la chaîne. On espère encore une fois que ça vous plaira. Absolument. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo. N'hésitez pas à aller, je pense que vous connaissez Durandal, mais à vous abonner à la chaîne ici, à la chaîne de Durandal aussi, bien entendu. Puis merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à toi, j'allais te remercier du coup en même temps. Et voilà, on est synchro du coup, c'est extraordinaire. Je voulais te remercier d'être repassé. On verra si on a d'autres aussi occasions de se reparler pour d'autres films, d'autres projets, parce que c'est bon, l'actualité cinéma est relancée, donc on peut de nouveau en parler librement sur la chaîne. On espère que ça continuera et passer aussi, parce que on parle un petit peu Covid, passer de bonnes fêtes de fin d'année, parce que en espérant que tout aille bien pour vous et avec vos proches et dans votre famille, profitez-en. C'est ça, parce que je vais diffuser cette vidéo durant la semaine de Noël, donc passez un bon Noël, passez de bonnes fêtes, profitez-en, et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne de Durandal. Des bisous, à plus. Ciao.